Bonjour Reddit. Je n'ai jamais posté ici auparavant, mais je sens que je suis au bout du rouleau. Je ne sais pas s'il s'agit davantage de dynamique familiale, de favoritisme ou simplement d'injustice, mais j'ai besoin d'un point de vue. Permettez-moi de vous présenter le contexte, car cette histoire est complexe et remonte loin dans le temps. Je suis Alex, 24 ans. Ma vie a été tout sauf facile, et la majeure partie est liée à mes parents et à leur favoritisme flagrant envers ma sœur aînée, Mélanie, 28 ans. En grandissant, il était assez clair qui était la préférée. C'était la fille d'or, celle qui ne faisait jamais rien de mal. Moi, d'un autre côté, j'étais l'indépendant qui, selon mes parents, devait apprendre à gérer les choses par lui-même parce que j'étais un garçon. Au début, je ne l'ai pas remis en question. Enfant, on accepte simplement les choses comme elles sont, vous voyez ? Mélanie recevait des jouets neufs, moi, des vêtements d'occasion. Elle recevait les derniers gadgets, moi, des sermons sur l'importance d'épargner. Malgré tout, je pensais que c'était peut-être comme ça pour les garçons et les filles dans certaines familles. Ce n'est qu'à l'adolescence que les différences sont devenues impossibles à ignorer. Passons rapidement au présent. Mes parents ont cessé de me soutenir financièrement lorsque j'ai eu 18 ans, pas d'aide pour l'université, pas d'argent pour le loyer, rien. J'ai dû travailler à 2 emplois juste pour joindre les deux bouts tout en jonglant avec mes études. Pendant ce temps, Mélanie a vécu la belle vie. Mes parents ont payé ses études universitaires, ses études supérieures et l'ont même aidé à acheter un condominium dans un quartier chic de la ville. Ils couvrent ses frais de voyage, oui, elle part en vacances de luxe au moins 2 fois par an, et son style de vie, qui cumule facilement plus de 250 000 $ de dépenses. La clé ? Mélanie n'a même pas de travail à temps plein. Elle fait de la photographie, mais c'est plus un passe-temps qu'autre chose. Elle dépend de mes parents pour tout, et le pire ? Elle ne semble même pas s'en sentir coupable. Le mois dernier, j'ai directement posé la question à ma mère. J'étais désespérée de trouver des réponses. Pourquoi aides-tu autant Mélanie, mais pas moi ? Sa réponse a été comme une gifle, tu es un homme, Alex. Tu es censé te débrouiller seul. Mélanie a besoin de notre aide. Je n'arrivais pas à y croire. Je me suis tuée au travail pour survivre, tandis que Mélanie est traitée comme une princesse pour, quoi ? Son genre ? Son favoritisme n'était pas seulement injuste, il était absolument cruel. Le point de rupture est arrivé lorsque j'ai découvert que Mélanie partait pour un voyage de 3 mois en Europe, tous frais payés par nos parents. C'était juste après que je leur ai demandé de l'aide pour payer l'assurance de ma voiture. Je ne demandais pas l'aumône, juste un peu d'aide pour passer le mois. Ils ont dit non, bien sûr, en citant leur « budget serré ». Budget serré pour qui ? Pas pour Mélanie. Je les ai confrontés. Ce n'a pas été une conversation calme, je l'admets. Des années de frustration ont débordé et j'ai fini par crier. La réponse de mon père ? Alex, nous t'avons assez donné. Il est temps que tu apprennes à te défendre toi-même. Assez, ai-je répondu. Vous ne m'avez pas donné un centime depuis que j'ai 18 ans. Pendant ce temps, Mélanie reçoit tout sur un plateau d'argent. Ma mère est intervenue, essayant de calmer la situation. Ce n'est pas une question d'argent, Alex. Il s'agit de t'apprendre des compétences de vie. Mélanie, elle est différente. Différente comment, me suis-je demandé. Différente en ce qu'elle n'a jamais eu à lever le petit doigt pour subvenir à ses besoins ? Différente en ce qu'elle peut vivre dans le luxe tandis que je survis à peine ? Je ne l'ai pas dit, mais j'y pensais. J'ai simplement quitté la maison en colère. Je ne voulais pas dire quelque chose que je regretterais plus tard, bien que, sincèrement, je pense que j'avais tout le droit de le faire. Et Mélanie ? Elle est parfaitement consciente de la situation, mais fait comme si ce n'était pas son problème. Elle m'a dit un jour, ce n'est pas de ma faute si maman et papa me traitent ainsi. Je ne l'ai pas demandé. Bien sûr, elle ne l'a pas demandé, mais elle n'a rien fait pour changer les choses. Elle se délecte de l'attention et du soutien financier tandis que je lutte pour payer mon loyer chaque mois. Il est difficile de ne pas lui en vouloir. Je sais qu'elle n'est pas directement responsable des décisions de nos parents, mais son indifférence ressemble à une trahison. Elle pourrait au moins reconnaître la disparité, peut-être même en parler à nos parents. Mais non,
elle reste silencieuse, profitant des avantages d'être la fille d'or. En ce moment, je travaille à 2 emplois, l'un comme barista et l'autre comme livreur. C'est épuisant, mais c'est la seule façon dont je peux joindre les 2 bouts. Il y a des jours où je dors à peine, des jours où je me demande si tout cet effort en vaut la peine. Pendant ce temps, Mélanie publie des stories Instagram depuis Paris, buvant du vin au bord de la Seine, avec des légendes comme « Je vis ma meilleure vie ». C'est exaspérant. Le pire, c'est le jugement que je reçois de mes parents. Chaque fois que je les visite, ils ont quelque chose à dire sur mes choix. Mon père adore me rappeler que je gaspille mon potentiel en ne cherchant pas une « vraie » carrière. Facile pour lui de le dire, il n'a jamais eu à travailler à 2 emplois à salaire minimum juste pour survivre. Et ma mère ? Elle me compare toujours à Mélanie. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur ? Elle est si cultivée, si sophistiquée. Je ne parle plus beaucoup à mes parents. C'est trop douloureux. Chaque conversation ressemble à un rappel de l'importance que je représente pour eux. J'ai même commencé à prendre mes distances avec Mélanie, bien qu'elle ne semble pas s'en rendre compte. Elle est trop occupée à profiter de sa vie, parfaite, pour réaliser combien de tort ce favoritisme a causé. Récemment, j'ai pensé à rompre complètement les liens. Ce n'est pas une décision facile. Je les aime toujours, malgré tout. Mais comment rester en contact avec des personnes qui ne vous apprécient clairement pas ? Comment continuez-vous à essayer lorsque vous sentez que vous avez déjà été mis de côté ? Voilà où j'en suis maintenant, coincée, en colère, blessée. Je ne sais pas quoi faire. Une partie de moi veut continuer à lutter pour leur attention, leur approbation. Une autre partie de moi veut partir et ne jamais regarder en arrière. Mais est-ce possible ? Peut-on vraiment surmonter quelque chose comme ça ? 10 ans. Voilà combien de temps s'est écoulé depuis que mes parents ont décidé que je ne méritais pas leur soutien. 10 ans de labeur, de lutte et d'effort de mon côté tandis que Mélanie vivait sa vie enchantée. J'avais enfin construit quelque chose pour moi, une carrière, une maison modeste, un sentiment d'indépendance dont j'étais fière. Et pourtant, ils ont encore trouvé le moyen de me ramener dans leur désordre. Cela a commencé par un coup de téléphone de ma mère. Je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis des mois, voire un an. J'ai reconnu le numéro instantanément, mais j'ai hésité avant de répondre. La dernière fois que nous avons parlé, elle a fait un commentaire passif-agressif sur le fait que je ne lui rendais pas assez visite, comme si je lui devais mon temps après tout. Contrairement à mon bon sens, j'ai répondu. Alex, bonjour, c'est maman. Sa voix était joyeuse, trop, comme si elle essayait de m'amadouer pour quelque chose. Mon estomac s'est serré. Je savais que ce n'était pas un appel social. Bonjour, maman. Que se passe-t-il ? Il y a eu une pause, assez longue pour confirmer mon soupçon que ce ne serait pas de bonnes nouvelles. Nous devons parler de Mélanie. J'ai soupiré. Bien sûr, il s'agissait de Mélanie. Il s'agissait toujours de Mélanie. Que se passe-t-il avec elle ? Eh bien. A-t-elle commencé, étirant le mot comme si elle essayait de trouver la façon d'exprimer ce qu'elle allait dire. Elle a un petit problème. Un problème financier. Je n'ai rien dit. Je l'ai simplement laissé continuer à parler, sachant qu'elle en viendrait éventuellement au point. Elle a accumulé des dettes, environ 250 000 $, et elle a du mal à suivre les paiements. Ton père et moi avons fait tout notre possible pour l'aider, mais nous sommes maintenant retraités. Nous n'avons tout simplement plus les moyens. Là, c'était la demande. J'ai senti une vague de colère monter en moi, mais j'ai gardé ma voix calme. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Eh bien, a-t-elle dit, avec ce ton suppliant que j'avais entendu tant de fois auparavant, nous espérions que tu pourrais intervenir et aider. Tu as si bien réussi, Alex. Tu as toujours été si débrouillard. Nous pensions que tu pourrais, tu sais, t'en charger. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. L'audace était incroyable. Vous devez plaisanter. Alex, s'il te plaît. C'est ta sœur. Et pendant les 10 dernières années, c'était votre problème, pas le mien. Pourquoi devrais-je la sauver maintenant ? Elle a eu toutes les chances que je n'ai pas eues, et pourtant elle a réussi à tout gâcher. C'est la famille, a dit ma mère,
comme si cela justifiait tout. La famille s'entraide. Je n'ai plus pu me retenir. Famille? Où était ce sentiment lorsque j'avais besoin d'aide? Où était la famille, lorsque je travaillais à 2 emplois pour payer mes études tandis que Mélanie partait en Europe avec votre argent? Vous m'avez dit de me débrouiller seule, vous vous souvenez? C'était différent, a-t-elle dit rapidement. Tu es fort, Alex. Tu as toujours été fort. Peut-être que je le suis, ai-je dit, mais cela ne signifie pas que je suis stupide. Je ne vais pas payer un centime pour les erreurs de Mélanie. La conversation a empiré à partir de là. Ma mère a commencé à pleurer, disant qu'elle ne savait pas où aller. Mon père est intervenu au téléphone à un moment donné, essayant de jouer la carte de la raison, mais cela n'a pas fonctionné. Ils ont continué à insister sur le fait que Mélanie était désespérée, qu'elle avait appris la leçon, que j'étais son seul espoir. Je n'ai pas cédé. Je leur ai dit que je ne me laisserais pas manipuler par la culpabilité pour résoudre un problème qu'ils avaient permis pendant des années. Je n'allais pas défaire tous les progrès que j'avais réalisés seul pour nettoyer leur désordre. Puis est venue la manipulation émotionnelle. Ils ont commencé à lancer tous les trucs de culpabilité possibles. Qu'est-ce que tes grands-parents penseraient? Veux-tu vraiment que ta nièce et ton neveu grandissent dans la pauvreté? Oui, apparemment Mélanie avait des enfants maintenant, bien que je les connaisse à peine. Rien n'a fonctionné. Je suis restée ferme et j'ai raccroché. Je pensais que c'était la fin. Je me suis trompée. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre par courrier. C'était d'un avocat, l'avocat de Mélanie, pour être précis. Elle me poursuivait. Oui, vous avez bien lu. Mélanie me poursuivait pour pension alimentaire, affirmant que j'avais l'obligation morale et financière de l'aider parce que j'étais son frère et que nos parents ne pouvaient pas l'aider. J'étais sidérée. Je suis restée assis à regarder la lettre, essayant de comprendre ce que je lisais. Je ne savais même pas que quelque chose comme ça était possible. Apparemment, dans certains États, il existait des lois obscures sur les membres de la famille qui étaient responsables des dettes des autres dans certaines circonstances. Je n'arrivais pas à y croire. J'ai appelé mes parents, furieux. Saviez-vous cela, ai-je exigé. Il y a eu une longue pause avant que mon père n'admette enfin, nous ne pensions pas que tu le ferais vraiment. Vous ne pensiez pas que je le ferais vraiment? Vous plaisantez? Vous l'avez laissé arriver à ce point, et maintenant vous attendez que je nettoie votre désordre? Nous n'avions pas le choix, a dit ma mère faiblement. Elle était assez désespérée pour poursuivre son propre frère. C'est de la folie. Les semaines suivantes ont été un cauchemar. J'ai dû engager un avocat pour me défendre contre l'affaire, ce qui m'a coûté de l'argent que je n'avais pas vraiment. Pendant ce temps, Mélanie et mes parents me diffamèrent auprès de tous ceux qui voulaient l'entendre. Ils ont dit aux membres de la famille élargie que j'étais égoïste, que je les abandonnais dans leurs moments de besoin. Certains de mes parents m'ont même appelé, me suppliant de reconsidérer. D'autres ont envoyé des messages de colère, m'accusant d'être impitoyable. C'était comme si je vivais dans une réalité alternative tordue. Mélanie, la fille d'or à qui tout avait été donné sur un plateau d'argent, se faisait maintenant passer pour la victime, et j'étais le méchant pour avoir refusé de la sauver. Le procès a duré des mois. Mon avocat était confiant que nous gagnerions, le cas était faible dans le meilleur des cas, mais il était quand même incroyablement stressant. J'ai dû fournir des preuves de ma propre situation financière, démontrer que je n'étais pas en mesure d'aider même si je le voulais. Tout était humiliant. Finalement, l'affaire a été classée sans suite. Le juge a estimé que Mélanie n'avait aucun fondement juridique pour me contraindre à payer ses dettes. Ce fut un soulagement, mais cela ne s'est pas senti comme une victoire. Le mal était fait. Ma relation avec mes parents était en miettes, Mélanie et moi ne nous parlions plus, et la plupart de notre famille élargie s'était rangée de son côté. Même maintenant, je reçois encore quelques appels ou messages de quelqu'un qui essaie de me faire culpabiliser pour que je change d'avis. Mais je ne le ferai pas. Je ne peux pas. J'ai trop travaillé pour me construire une vie, et je ne vais pas tout gâcher pour des personnes qui ne se sont jamais assez souciées de me soutenir lorsque j'en avais le plus besoin. Voilà donc où en sont les choses. Je suis éloignée de ma famille, mais pour la première fois depuis des années, je sens que je suis vraiment libre. Cela fait mal, mais je sais que j'ai pris la bonne décision.
En fin de compte, vous ne pouvez pas vous brûler pour garder quelqu'un d'autre au chaud, surtout si c'est lui qui a allumé l'allumette. La poursuite épuisait déjà toute mon énergie lorsque je me suis rendu compte que je devais être plus intelligent pour me défendre. Je savais que Mélanie et mes parents étaient des manipulateurs habiles, ils l'avaient été pendant des années, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi effrontés. Lorsque j'ai reçu la citation à comparaître, j'ai su que je devrais faire beaucoup d'efforts pour me protéger. Heureusement, je me suis souvenu de quelque chose de crucial, une conversation que j'avais enregistrée des mois auparavant, lors d'une dispute houleuse à propos de mon refus d'aider Mélanie. C'était une de ces nuits où la colère a débordé et j'ai décidé d'enregistrer la conversation, plus pour ma propre santé mentale que pour autre chose. Je n'ai jamais pensé que cela deviendrait une preuve. Mais l'enregistrement était clair comme de l'eau de roche. Dans cet enregistrement, j'ai déclaré à plusieurs reprises, je ne paierai pas les dettes de Mélanie. Elle a eu toutes les chances que je n'ai pas eues et je ne suis pas responsable de ses décisions. J'ai même ajouté, si elle est en crise financière, ce n'est pas parce qu'elle n'avait pas les moyens, c'est parce qu'elle les a gaspillés. L'enregistrement comprenait également les réponses de mes parents, qui étaient tout aussi révélatrices. Ma mère a essayé de me blâmer, en disant, comment peux-tu tourner le dos à ta sœur ? Mon père a été plus condescendant, se moquant de moi pour mon prétendu manque de loyauté familiale. Tous deux ont admis avoir demandé à Mélanie d'arrêter de dépenser si imprudemment, mais ils n'étaient pas disposés à la tenir vraiment responsable. Lorsque j'ai parlé de l'enregistrement à mon avocat, il a immédiatement vu sa valeur. Cela pourrait changer la donne, Alex. Cela contrecarre directement ses affirmations d'abandon ou de refus de communiquer. Mais nous aurons besoin de plus. L'affaire a suivi son cours et, comme on pouvait s'y attendre, Mélanie et mes parents ont monté un grand spectacle. Ils m'ont peint comme un homme sans cœur, quelqu'un qui avait abandonné sa famille une fois qu'il avait réussi. Mélanie a même eu l'audace de pleurer au tribunal, disant au juge comment mon refus l'avait laissé sans défense et sur le point de tout perdre. C'était exaspérant. Mais ensuite est arrivé le tournant. Mon avocat, Richard, avait enquêté sur les dossiers financiers de Mélanie dans le cadre de la procédure judiciaire, et ce qu'il a trouvé était tout sauf explosif. Mélanie avait un compte bancaire secret avec plus de 400 000 $. Ce n'était pas seulement un fonds pour les urgences, c'était une énorme réserve d'argent qui sapait complètement son affirmation d'être en ruine financière. La façon dont nous l'avons découvert était presque cinématographique. Richard a remarqué des incohérences dans les revenus et les dépenses déclarées de Mélanie, quelque chose ne collait pas. Après avoir demandé des registres financiers plus détaillés, nous avons découvert le compte caché. Il était au nom d'une fiducie, mais le titulaire du compte était sans aucun doute Mélanie. Les fonds provenaient d'années de dons de nos parents, ainsi que de quelques prêts douteux qu'elle avait contractés en son nom sans qu'ils s'en rendent compte. Le jour où cela a été révélé au tribunal a été l'un des moments les plus satisfaisants de ma vie. Le visage de Mélanie a pâli et mes parents semblaient complètement stupéfaits. Ils n'avaient aucune idée du compte, et il était clair qu'ils se sentaient trahis. Le juge a immédiatement demandé pourquoi Mélanie n'avait pas révélé cela lors de sa présentation initiale, et son avocat s'est empressé de trouver une excuse plausible. Elle n'en avait pas. Mon avocat a ensuite diffusé l'enregistrement. C'était le dernier clou du cercueil. Le fait d'entendre ma voix déclarer sans équivoque que je n'avais pas l'obligation de subvenir aux besoins de Mélanie, ainsi que sa tromperie financière, a brossé un tableau très clair pour le tribunal. Mélanie n'était pas une victime, c'était une manipulatrice. Lorsque le verdict a été rendu, c'était presque surréaliste. Le tribunal s'est rangé de mon côté, non seulement en classant l'affaire de Mélanie, mais aussi en reconnaissant les années de manipulation et d'angoisse émotionnelle que j'avais subies. Le juge m'a accordé 150 000 $ en dommages et intérêts pour préjudice moral. Il ne s'agissait pas de l'argent, il s'agissait de la réhabilitation, d'avoir enfin des preuves que je n'étais pas le méchant qu'ils ont essayé de faire de moi. Mais les conséquences ne se sont pas arrêtées là. Mes parents, qui avaient toujours défendu Mélanie, se sont soudainement retournés contre elle. Ma mère m'a appelé plus tard, sanglotant, disant qu'elle ne pouvait pas croire ce que Mélanie avait fait. Elle nous a menti, Alex, a-t-elle dit, la voix tremblante. Nous ne connaissions pas l'argent. Nous pensions qu'elle avait vraiment besoin d'aide. Il ne me reste plus beaucoup de compassion, maman, ai-je dit.
Vous avez choisi de la croire plutôt que moi pendant des années. Vous avez permis son comportement. Peut-être que vous ne connaissiez pas le conte, mais vous avez créé l'environnement où ce type de manipulation pouvait prospérer. Elle n'avait pas grand-chose à répondre à cela. Comme on pouvait s'y attendre, Mélanie n'a pas bien pris le jugement. Elle m'a accusé de lui avoir ruiné la vie, de s'être retournée contre nos parents. Elle a essayé de se faire passer pour la victime une fois de plus, affirmant qu'elle n'avait fait que cacher l'argent parce qu'elle avait peur qu'il ne soit épuisé. Ses excuses n'avaient plus d'importance. La vérité avait été révélée, et aucune quantité de manipulation ne pouvait réparer le tort qu'elle avait causé à sa propre réputation. Quant à moi, je me suis enfin sentie libre. Cela m'a coûté des années de lutte, d'innombrables nuits d'insomnie et une confrontation dans la salle d'audience, mais j'avais enfin affronté les personnes qui avaient essayé de me contrôler et de me saper pendant si longtemps. Je ne me battais pas seulement pour moi, je me battais pour la vie que j'avais construite, l'indépendance que j'avais gagnée. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que je pouvais respirer. Maintenant, je me concentre sur l'avenir. J'ai rompu tout contact avec Mélanie, et ma relation avec mes parents est compliquée. Ils se sont excusés, mais il est difficile d'oublier les années de négligence et de favoritisme. La confiance ne se reconstruit pas du jour au lendemain. S'il y a quelque chose que j'ai appris de tout cela, c'est que vous ne pouvez pas laisser les attentes des autres dicter votre vie. Parfois, se défendre signifie s'éloigner, même s'il s'agit des personnes qui sont censées vous aimer le plus. Et parfois, cela signifie riposter, non pas par dépit, mais parce que vous méritez mieux. Pour moi, cette lutte en valait la peine. L'affaire judiciaire était terminée, mais les dommages qu'elle avait laissés étaient permanents. Tout fil restant de confiance ou de connexion avec mes parents ou Mélanie avait été brisé complètement. J'ai su au moment où le verdict a été rendu que les mensonges de Mélanie et sa complicité effrontée avaient franchi une ligne qu'aucune excuse ne pouvait réparer. Rompre les liens n'a pas été une décision que j'ai prise à la légère, mais à ce stade, c'était la seule façon dont je pouvais me protéger de plus de dommages. Après le jugement, mes parents ont essayé de communiquer. Ils ont appelé, envoyé des messages et se sont même présentés chez moi sans prévenir. J'ai refusé de répondre. Je ne m'intéressais pas à leurs excuses ou à leurs tentatives de sauver une relation qu'ils avaient passé des années à détruire. Mélanie, comme on pouvait s'y attendre, a été moins repentante. Son dernier message pour moi a été un courriel venimeux, m'accusant d'être égoïste et ingrat, comme si elle n'avait pas été exposée comme une fraude devant un tribunal. Je l'ai bloquée après ça. C'était étrange, presque surréaliste, d'être complètement seule. Pendant des années, j'avais lutté pour leur approbation, leur reconnaissance. Maintenant, je ne le voulais plus. Mais rompre les liens n'a pas effacé l'amertume que je ressentais, ni les souvenirs d'années passées à me sentir comme un étranger dans ma propre famille. Je pensais être enfin libre, mais la colère persistait. Je ne savais pas comment aller de l'avant. C'est alors que tout a pris un tournant inattendu. Plusieurs mois après le procès, j'ai reçu une lettre d'un cabinet d'avocats. Au début, j'ai pensé que cela était lié à l'affaire judiciaire, peut-être des documents restants. Mais lorsque je l'ai ouverte, j'ai trouvé quelque chose de complètement différent. La lettre m'informait que mes grands-parents décédés avaient établi un important fonds fiduciaire avant leur mort. Le fonds devait être divisé en parts égales entre Mélanie et moi. Mais il y avait un hic, mes parents avaient été nommés fiduciaires, responsables de la gestion de l'argent jusqu'à ce que Mélanie et moi ayons atteint un certain âge. La lettre de l'avocat expliquait que mes parents n'avaient pas révélé l'existence de cette fiducie, me la cachant efficacement pendant des années. Cependant, ils avaient donné à Mélanie accès à sa part lorsqu'elle a eu 25 ans. Elle avait déjà dépensé la majeure partie. Ma part, quant à elle, était restée intacte, accumulant des intérêts silencieusement et croissant jusqu'à la somme étonnante de 3 millions de dollars. J'étais sidérée. Je n'arrivais pas à croire ce que je lisais. Pendant des années, j'avais lutté, survivant avec 2 emplois, tandis que mes parents étaient assis sur cette fortune qui était la mienne de droit. J'ai ressenti un mélange d'émotions, colère, trahison, étrangement, réhabilitation. C'était un autre exemple de leur favoritisme, mais cette fois, il y avait des ramifications juridiques. J'ai contacté l'avocat qui avait envoyé la lettre, un homme nommé Daniel Hoffman. Il était méticuleux, professionnel et compréhensif envers ma situation.
Il a expliqué que mes parents n'avaient aucun droit légal de retenir la fiducie une fois que j'aurais atteint l'âge spécifié dans le testament de mes grands-parents. Cependant, étant donné qu'ils ne s'étaient pas acquittés de leur fonction de fiduciaire, nous devrions saisir les tribunaux pour les obliger à céder le contrôle des fonds. Je n'étais pas enthousiasmé par une autre bataille juridique, mais je n'allais pas laisser passer ça. Daniel m'a assuré que l'affaire était solide, le testament de mes grands-parents était explicite, et la piste papier laissait peu de place à l'interprétation. Malgré tout, je ne pouvais pas éviter le sentiment de trahison. Mes parents non seulement m'avaient abandonné lorsque j'en avais le plus besoin, mais ils avaient activement retenu des ressources qui auraient pu changer ma vie. La procédure judiciaire a été épuisante, mais simple. Mes parents n'ont pas opposé beaucoup de résistance. Peut-être savaient-ils qu'ils n'avaient aucune chance, ou peut-être étaient-ils trop honteux de l'exposition d'un autre de leurs mensonges. Quoi qu'il en soit, le juge a statué en ma faveur. J'ai obtenu un accès complet à la fiducie, ainsi qu'un sévère blâme adressé à mes parents pour leur grave mauvaise gestion. En sortant de la salle d'audience, j'ai ressenti une étrange sensation de clôture. L'argent était significatif, il a même changé ma vie, mais il ne s'agissait pas seulement de ça. Il s'agissait de réclamer quelque chose qu'ils avaient essayé de me prendre, d'avoir enfin l'avantage dans une dynamique où j'avais toujours été le démuni. Avec les fonds en ma possession, j'ai été confronté à une nouvelle question, et maintenant ? Pendant des années, mon objectif avait été de survivre, de prouver que je pouvais le faire par moi-même. Maintenant, avec la sécurité financière, j'avais la liberté de penser grand. Je voulais faire quelque chose de significatif, quelque chose qui reflète les leçons que j'avais apprises à travers tout ce chaos. C'est alors que l'idée m'est venue, une œuvre de charité. Tout au long de ma terrible expérience, j'avais rencontré d'innombrables histoires de personnes qui, comme moi, avaient été victimes de manipulation ou d'abus financiers. Qu'il s'agisse de parents contrôlants, de partenaires exploiteurs ou d'inégalités systémiques, le thème était le même, des personnes impuissantes face à ceux qui auraient dû les protéger. Je voulais changer cela. J'ai utilisé une partie de l'héritage pour créer la Fondation Phoenix, ainsi nommée pour l'idée de renaître des cendres de l'adversité. La mission de la Fondation était de fournir une assistance financière, des ressources juridiques et des conseils aux personnes victimes d'abus financiers. Il ne s'agissait pas seulement de donner de l'argent, il s'agissait de donner aux personnes les outils pour reconstruire leur vie et retrouver leur indépendance. Le processus de création de la Fondation a été à la fois difficile et gratifiant. J'ai travaillé avec des avocats, des conseillers financiers et des travailleurs sociaux pour créer un programme solide qui puisse avoir un impact réel. En chemin, j'ai rencontré des personnes incroyables qui ont partagé leurs histoires avec moi, des histoires de résilience, de survie, en fin de compte, de triomphe. L'une des premières personnes que nous avons aidées a été une femme nommée Rachel. Elle avait été piégée dans un mariage abusif où son mari contrôlait tous les aspects de ses finances. Lorsqu'elle a finalement réussi à s'échapper, elle n'avait plus rien, ni argent, ni crédit, ni système de soutien. Grâce à la Fondation, nous avons pu l'aider à se trouver un logement, à reconstruire son crédit, finalement, à lancer sa propre petite entreprise. La voir réussir a été l'un des moments les plus satisfaisants de ma vie. La Fondation est devenue mon nouveau but, ma façon de transformer des années de douleur en quelque chose de positif. Cela n'a pas effacé ce qui m'était arrivé, mais cela m'a donné un sentiment de contrôle sur mon récit. Je n'étais plus seulement une victime, j'étais quelqu'un qui pouvait faire la différence. Quant à mes parents et à Mélanie, je ne leur ai pas parlé depuis le jugement. J'entends des bribes à travers des connaissances communes, Mélanie lutte toujours, mes parents essaient toujours de justifier leurs actes. Mais j'ai fait la paix avec le fait qu'ils ne font plus partie de ma vie. Je ne les hais pas. Je n'ai tout simplement plus de place pour eux. Le dernier message de mes parents est arrivé un soir, bien après que j'ai pensé que la poussière se soit déposée. J'étais à la maison, en train de travailler sur des papiers pour la Fondation Phoenix, lorsque mon téléphone a vibré. C'était un courriel. Au début, je n'ai même pas reconnu l'adresse. Mes parents n'avaient jamais été des experts en technologie et communiquaient rarement par courriel. Mais il était là, dans ma boîte de réception, un objet qui disait « Nous devons parler ». J'ai hésité avant de l'ouvrir. Une partie de moi voulait le supprimer sur le champ, le laisser non lu comme les dizaines d'autres messages qu'ils avaient envoyés au fil des ans. Mais la curiosité,
ou peut-être un fil persistant d'espoir, a pris le dessus. Le courriel était long, rempli d'un mélange de supplications, de justifications et d'accusations. Ils ont écrit à quel point ils me manquaient, à quel point ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais si froid avec eux. Ils ont mentionné Mélanie, disant qu'elle luttait plus que jamais et qu'elle avait besoin que sa famille la soutienne. Puis sont venues les accusations: après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est ainsi que tu nous le rends, et nous sommes tes parents, Alex. Tu nous dois du respect. J'ai tout lu 2 fois, juste pour m'assurer que je ne faisais pas d'erreur d'interprétation. C'était eux, classique, détourner la culpabilité, refuser d'assumer la responsabilité et essayer de me manipuler pour que je me sente coupable de décisions que j'avais tout le droit de prendre. Ce n'était pas la première fois qu'ils essayaient, mais quelque chose là-dedans semblait définitif, comme s'ils faisaient une dernière tentative désespérée pour me récupérer. Ce soir-là, j'ai reçu un message séparé de Mélanie. Le sien était plus court, mais non moins manipulateur. Elle m'a accusé de lui avoir ruiné la vie, de s'être retournée contre nos parents et d'être égoïste de ne pas l'aider lorsqu'elle en avait besoin. Tu le regretteras un jour, a-t-elle écrit, comme si ces mots pouvaient me faire peur et me faire céder. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis assis en silence pendant longtemps. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé, les années de négligence, les batailles judiciaires, les mensonges et les trahisons. J'ai pensé au moment où je pleurais jusqu'à m'endormir lorsque j'étais adolescent, me demandant pourquoi je n'étais pas assez bien pour ma propre famille. J'ai pensé à la difficulté avec laquelle j'avais travaillé pour me construire une vie, juste pour qu'ils essaient de la détruire encore et encore. Puis j'ai pensé à la Fondation Phoenix, à Rachel et aux autres personnes que nous avions aidées. J'ai pensé à la vie que je construisais, une vie remplie de buts et de liberté. Et à ce moment-là, la décision est devenue claire. Je n'ai pas répondu à leur message. J'ai plutôt écrit une seule phrase sur un papier et je l'ai collée sur le tableau d'affichage de mon bureau. Le passé ne vous possède pas, c'est devenu mon mantra, un rappel que je n'avais pas à laisser leurs actions me définir ni dicter mon avenir. Au cours des semaines suivantes, j'ai pris des mesures concrètes pour fermer la porte à ce chapitre de ma vie. J'ai bloqué leurs adresses électroniques et leurs numéros de téléphone, en m'assurant qu'ils ne pouvaient plus me contacter. Je me suis même installée dans un nouvel appartement et j'ai gardé l'adresse privée, au cas où ils décideraient de se présenter sans prévenir. Ce n'a pas été une décision facile, mais cela s'est senti comme la seule façon de me protéger vraiment de leur toxicité. Malgré la rupture des liens, je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir aux leçons que j'avais tirées de cette expérience. Pendant des années, j'ai laissé leurs paroles et leurs actes façonner la façon dont je me voyais moi-même. J'avais intériorisé leurs critiques, leur favoritisme et leur manipulation. Mais maintenant, je comprenais que leur comportement en disait plus sur eux que sur moi. Ce n'était pas mon travail de les réparer ni de porter le poids de leurs attentes. J'ai décidé d'écrire sur mes expériences sur le blog de la Fondation Phoenix. Ce n'était pas un article facile à écrire, revivre ces souvenirs était douloureux, mais j'ai senti qu'il était important de partager mon histoire. Je voulais que les autres sachent qu'ils n'étaient pas seuls, qu'il était bon de fixer des limites et de prioriser son propre bien-être, même si cela signifiait s'éloigner de sa famille. Dans l'article, j'ai écrit sur l'importance du respect de soi et les dangers de laisser la culpabilité dicter vos décisions. J'ai parlé de la façon dont la manipulation peut se présenter sous de nombreuses formes et de la façon dont la reconnaître est le premier pas pour s'en libérer. Plus important encore, j'ai encouragé les lecteurs à faire confiance à leur instinct et à se rappeler que l'amour ne doit pas faire mal. La réponse a été écrasante. L'article est devenu viral et j'ai reçu des centaines de messages de personnes qui avaient vécu des expériences similaires. Certains ont partagé leurs propres histoires de familles toxiques et d'abus financiers, tandis que d'autres m'ont simplement remercié de leur avoir donné le courage d'opérer un changement dans leur vie. C'était humiliant et déchirant, tout à la fois. Un message a attiré mon attention. C'était celui d'un homme nommé Marcus, qui avait été renié par ses parents après avoir refusé de signer un prêt pour son jeune frère. Il a écrit à quel point il avait passé des années à se sentir comme un raté, comme s'il avait déçu sa famille. Mais après avoir lu mon article, il s'est rendu compte qu'il n'était pas seul. Ton histoire m'a donné la force d'aller de l'avant, a-t-il écrit. Merci. Ce sont des moments comme celui-ci qui m'ont rappelé pourquoi j'avais créé la fondation en premier lieu.
Transformer ma douleur en quelque chose de positif n'a pas effacé la douleur, mais lui a donné un sens. Cela a transformé un chapitre de ma vie qui avait été défini par la perte en un chapitre défini par la croissance. Quant à mes parents et à Mélanie, je n'ai aucune idée d'où ils sont maintenant ou de ce qu'ils font. Je suppose qu'ils sont toujours empêtrés dans leur réseau de mensonges et d'excuses, mais cela ne me préoccupe plus. Je ne les hais plus. Le cas échéant, j'ai pitié d'eux. Ils ne connaîtront jamais la liberté qui vient de laisser aller la colère et le ressentiment. Ils ne sauront jamais ce que c'est que de construire quelque chose de significatif à partir des cendres de leurs erreurs. Mon dernier conseil pour quiconque lit ceci est simple, ne laissez personne, ni famille, ni amis, ni personne, profiter de votre gentillesse ni vous faire culpabiliser pour que vous sacrifiez votre bonheur. Fixez des limites et faites-les respecter. Et ne vous excusez pas de protéger votre paix. La vie est trop courte pour porter le bagage des autres. Et rappelez-vous, aussi difficile que cela puisse être, le passé ne vous possède pas. Vous avez le pouvoir d'écrire votre propre histoire, comme je l'ai fait. Et croyez-moi, ça vaut le coup.